Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Prissy Mabiala. Vous regardez le talk show politique, votre rendez-vous de décryptage produit et diffusé sur les plateformes digitales de Congo 2026. Nous recevons sur notre plateau ceux qui soutiennent la marche du patriarche. Et pour ce premier numéro, nous plongeons au cœur des enjeux stratégiques et judiciaires. Pour nous éclairer, nous avons reçu sur notre plateau un invité de marque, un homme de droit dont la parole compte. Maître Nzikou, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Merci d'avoir accepté l'invitation du talk show politique. C'est avec plaisir Madame. Alors nous allons commencer. Donc est-ce qu'on peut savoir qui est Maître Nzikou et combien de temps exerce-t-il en tant que maître? Oui, merci Madame la journaliste. Moi c'est Maître Nzikou Doctrové. Je suis avocat. J'ai prêté serment le 26 novembre 2010. Donc je suis avocat inscrit au barreau de Brazzaville. D'accord. Alors on a dit qu'il s'agit du Maître Nzikou, un avocat. C'est qui un avocat, maître? Oui, Madame la journaliste, un avocat, c'est un juriste assermenté qui a pour vocation de porter assistance en droit ou secours en droit. Être avocat, vous le savez certainement, c'est défendre l'orphelin, c'est défendre la veuve, c'est défendre la victime, c'est aussi défendre tous les accusés, même lorsqu'ils sont coupables. L'avocat représente et défend. C'est le cœur du métier. C'est la vocation première de l'avocat. L'avocat, c'est aussi le conseiller. Conseiller pour sa capacité, son intelligence, son management d'accompagner une personne qui a un projet, qui veut réaliser le projet, mais l'avocat est là, doit l'accompagner dans la légalité, en respectant la loi. Mais finalement, la profession d'avocat, c'est aussi dont l'existence même caractérise la démocratie. Regardez, vous ne trouverez aucun exemple de dictature ou de régime totalitaire dans lequel on trouve les avocats libres de leur parole ou des ordres d'avocats indépendants. Merci Maître Nzikou pour la réponse. Alors nous allons plonger dans le cœur même de notre échange. Pour la première question, pouvez-vous nous dire en quoi la candidature du président est-elle conforme à la Constitution de 2015? Madame la journaliste, la question de l'éligibilité du président de la République sortant doit être examinée exclusivement à l'aune de la Constitution de la République du Congo actuellement en vigueur, à savoir celle adoptée par référendum le 25 octobre 2015 et promulguée le 6 novembre 2015. Madame la journaliste, comme vous le savez, en droit public congolais, comme d'ailleurs dans toutes les démocraties constitutionnelles, la Constitution en vigueur constitue la norme suprême. Pourquoi la norme suprême? Il y a le principe de la hiérarchie des normes théorisé par Hans Kelsen. Cela dit, l'analyse de l'éligibilité d'un candidat ne peut se fonder ni sur des textes antérieurs abrogés, ni sur des considérations politiques, mais exclusivement sur les dispositions constitutionnelles applicables au moment du scrutin. Ainsi, l'article 65, alinéa 1er de la Constitution du 25
octobre 2015 dispose, permettez-moi que je vous donne lecture, article 65. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable 2 fois. L'esprit et la lettre de cet article sont éloquents en raison de ce que ce texte prévoit une limitation à 2 renouvellements, soit un maximum de 3 mandats dans le cadre du régime constitutionnel. Merci maître, vous continuez à nous émerveiller par vos réponses. Alors nous pouvons savoir au moins comment les réformes en droit des affaires et sociales sécurisent-elles le développement du pays? La sécurité juridique est l'un des fondements essentiels du développement. Elle rassure les investisseurs, protège les travailleurs et garantit aux citoyens que les activités économiques reposent sur des règles stables, prévisibles et équitables. Madame la journaliste, le Congo étant partie au traité OHADA, les actes uniformes adoptés dans ce cadre font partie intégrante de l'arsenal juridique national. Le droit OHADA offre aux investisseurs nationaux comme internationaux un droit de société modernisé, des règles harmonisées en matière commerciale, un régime sécurisé des sûretés, des procédures de recouvrement et des voies d'exécution et un système juridictionnel structuré au sommet par la CCJA, c'est-à-dire la Cour commune de justice et d'arbitrage. Cette harmonisation du droit des affaires crée un environnement attractif. Donc le Congo présente un environnement attractif et concurrentiel pour les investisseurs et les bailleurs de fonds. Un investisseur, madame la journaliste, recherche avant tout la stabilité du droit, la protection des engagements et la prévisibilité des décisions. Voilà, c'est ce qu'un investisseur recherche lorsque il arrive dans un pays où il veut investir. Le cadre normatif et judiciaire OHADA répond parfaitement à ces exigences. Par ailleurs, le développement ne se limite pas seulement au climat des affaires. Il implique également le renforcement du tissu social. Il faut renforcer le tissu social sous l'impulsion des politiques publiques menées par son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso. Des recrutements significatifs ont été opérés dans plusieurs secteurs stratégiques. Si vous me permettez, je peux citer par exemple dans la magistrature, par exemple dans le corps médical, par exemple dans l'administration publique et dans l'administration publique en général. Il y a eu des recrutements. Voilà, donc ici, on a renforcé, on a essayé de réduire le chômage. En somme, l'assainissement du climat des affaires qui favorise la création d'emplois dans le secteur privé et ces recrutements publics renforcent les services publics essentiels. Vous avez, quels sont les services publics essentiels? Vous avez la justice, vous avez la santé et la sécurité, et participe à la réduction du chômage de masse dans le pays. Voilà comment ces outils, ces mécanismes essayent
de réduire le nombre de chômeurs dans notre beau pays. Maître, merci pour la réponse donnée. Alors, nous allons tous comprendre comment le Congo garantit-il sa souveraineté juridique face aux critiques extérieures. Oui, madame la journaliste, là aussi la question de la souveraineté électorale doit être abordée à partir des principes fondamentaux dégagés par la Constitution de 2015. D'ores et déjà, l'article 1er de la Constitution édicte fort rigoureusement que la République du Congo est un État souverain. En effet, cette Constitution consacre notamment en son article 5 le principe sacro-saint selon lequel la souveraineté nationale appartient au peuple congolais qui l'exerce au moyen du suffrage universel par ses représentants élus ou par voie de référendum. Ce principe, s'agissant de l'élection présidentielle, est repris par l'article 67 de la même Constitution, mais aussi par l'article 50 nouveau de la loi du 23 janvier 2016, modifiant et complétant certaines dispositions des lois électorales précédentes. De l'affirmation de ce principe découlent trois implications. Premièrement, l'organisation des élections relève exclusivement des institutions nationales. 2. La détermination des règles électorales est une compétence souveraine de l'État congolais. 3. Aucune norme supérieure ne peut se substituer aux règles juridiques internes. Vous le savez certainement, comme moi, madame la journaliste, en droit international public, il demeure un principe cardinal qui est celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. C'est dire donc, en rapport à votre question, que dans l'ordre normal des choses, seules les lois congolaises régissent le processus électoral au Congo, madame la journaliste. Alors, merci beaucoup, maître, d'avoir éclairé les zones d'ombre. Et est-ce qu'on peut savoir comment les engagements institutionnels du président traduisent-ils juridiquement donc, le contrat social avec le peuple? Madame la journaliste, en droit, le contrat social n'est pas un contrat civil au sens technique du terme. Il s'agit d'une métaphore juridique et politique qui renvoie à l'engagement solennel pris par le chef de l'État devant le peuple souverain dans le cadre des règles constitutionnelles. La relation de confiance entre le candidat et le peuple est scellée d'une part par le scrutin exprimé par la volonté populaire qui confère au chef de l'État son mandat constitutionnel et d'autre part la proclamation des résultats par la juridiction compétente. Cette relation de confiance se cristallise par la prestation de serment du chef de l'État tel que fixé à l'article 77 de la Constitution, laquelle prestation constitue finalement un acte solennel à forte portée juridique. Elle marque l'acceptation des obligations constitutionnelles et fonde la responsabilité politique du chef de l'État. Le président de la République élu sur la base d'un programme politique n'agit pas en vertu d'un pouvoir personnel, mais en vertu d'un mandat constitutionnel.
ce mandat constitutionnel est limité, contrôlé et orienté vers l'intérêt général. Donc ici, c'est un mandat constitutionnel, mais le mandat constitutionnel est limité. Le mandat constitutionnel est contrôlé. Le mandat constitutionnel est orienté vers l'intérêt général. L'intérêt général, c'est tout le monde. Tout le monde. Que vous soyez ministre, que vous soyez comme nos parents au village qui font leur choix parce qu'ils ont fait leur choix. Et c'est pourquoi le président de la République, dans l'exercice de ses fonctions, doit orienter ses projets vers l'intérêt général. Voilà, madame la journaliste, la réponse que je peux donner à cette question. Merci maître pour vos éclaircissements depuis le début. Nous allons chuter avec cette question. Quelle garantie juridique est offerte aux électeurs pour assurer le respect de leur choix en 2026? La meilleure garantie offerte à l'électeur n'est pas d'ordre personnel ou subjectif. Elle est d'ordre institutionnel et juridique. Dans un état de droit, ce n'est pas la volonté d'un homme qui protège un vote. Ce n'est pas la volonté d'un homme qui protège un vote, vous voyez, mais la solidité des règles et des institutions. Donc c'est cette solidité des règles et des institutions qui protège l'électeur ici. Le président de la République, par sa prestation de serment, s'engage à respecter et à faire respecter la Constitution. Voilà, il a pour mission, il s'engage à respecter et à faire respecter la Constitution qui lui a permis de prêter serment, d'être élu comme président de la République. Cette obligation n'est pas symbolique, madame la journaliste. Elle est juridiquement contraignante. Ce n'est pas un simple symbole, mais cette formalité, cette obligation, elle est contraignante. Contraignante parce qu'il faut respecter la Constitution. Et ce faisant, madame la journaliste, la garantie personnelle que ce dernier peut offrir aux citoyens sans pouvoir politique particulier, donc ce que nous appelons souvent des citoyens ordinaires, mais ne réside pas dans une promesse politique, mais dans son engagement public et constitutionnel. Il y a un engagement public et constitutionnel. Cet engagement repose sur 4 éléments essentiels. Les engagements du président. Premier engagement, le respect du cadre légal. Le président de la République doit respecter le cadre légal. Deuxième engagement, le respect des institutions compétentes. Troisième engagement, la garantie du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Quatrième engagement, la préservation de la paix civile. Voilà, madame la journaliste, les engagements contenus dans la Constitution ou dans les obligations que le président de la République doit faire, doit observer. Ces règles ont toujours été respectées et appliquées par le chef de l'État, Monsieur, Son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso. Ce qui conforte dans l'idée que le choix de l'électeur sera toujours respecté comme il a été lors des élections présidentielles passées, et nous sommes confiants que l'état de droit sortira renforcé de l'élection présidentielle
de 2026. Voilà, Madame la journaliste, la réponse à cette dernière question. Merci, Monsieur Zikou, Maître Zikou, pour vos réponses qui n'ont cessé de me marquer depuis le début.